Merci. Ça marche? Vous m'entendez? Bien. Devenir garçon, le mirage des transfuges de sexe. Donc, mon propos est centré sur les transitions femmes vers hommes, dont l'augmentation a été la surprise majeure de ces 15 dernières années. Et ce que je voudrais faire, c'est mettre au jour les conditions idéologiques qui furent et demeurent susceptibles de faciliter cette transition femme vers homme. Cette exploration ne prétend pas remplacer les autres pistes fructueuses, comme la contagion sociale que nous devons à Lisa Littman, comme l'angoisse de sexuation pubertaire qui est soutenue et diffusée par l'Observatoire de la petite sirène, et le rôle délétère des réseaux sociaux sur lequel Jonathan Haidt a insisté à bon droit. Je n'ai guère besoin devant cette assemblée de m'étendre sur le mot de mirage. Et pourtant, je voudrais mettre un point sur ce « i » et même quelques trémas. Et ce n'est pas sur la différence chromosomique que je vais m'arrêter, parce qu'elle n'est pas accessible à l'expérience. Nous ne la sentons pas, et l'humanité, jusqu'au XXe siècle, n'en a pas eu conscience. Donc, on la laisse aux généticiens, et on revient à l'expérience courante. Bien sûr que le futur homme trans ne connaîtra jamais d'érection matinale ni de pollution nocturne. L'expérience la plus élémentaire, celle de l'éjaculation, lui sera toujours étrangère puisqu'il ne produit pas de sperme. Et ceux des hommes trans qui se déclarent homosexuels et souhaitent pratiquer la sexualité anale ne connaîtront jamais l'orgasme prostatique puisqu'ils n'ont pas de prostate. Enfin, les trans qui décident de franchir la dernière marche en pratiquant la chirurgie du bas se voient offrir le choix entre la métoïdioplastie qui consiste à séparer le clitoris des petites lèvres pour créer un micro-pénis, lequel assure la conservation des sensations et peut-être même les exaspère, mais ne permet pas la pénétration, ou bien la phalloplastie, une opération plus lourde puisqu'elle consiste à modeler un pseudo-pénis à partir d'un lambeau qu'on prend sur l'avant-bras ou sur le torse ou sur le dos. Et cet organe, activé par une pompe, permet la pénétration, mais non pas l'orgasme, puisque le pseudo-gland, soit l'extrémité du greffon, n'est pas innervé à cette fin. Donc, entre ces deux opérations, le trans en devenir se trouve devant l'alternative dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'a rien de masculin. Il peut conserver le pouvoir de jouir ou acquérir celui de pénétrer. Faut-il le dire, pour un garçon natal, ces deux aspects sont intimement liés. Donc, il s'agit bien d'un mirage, au sens où l'objet miroite, mais se dérobe quand on en approche. Et sans évoquer les complications chirurgicales, les sténoses, les infections urinaires qui font la particularité du parcours trans et le rendent incomparable, au bout du compte, il se révèle impossible d'être un homme, c'est-à-dire d'éprouver les sensations sexuelles typiques du masculin. Alors l'imagination peut recouvrir ces disparités parce que l'imagination est reine du monde et il est toujours possible de se prendre pour un garçon ou de se faire prendre pour un garçon parce que la testostérone est une drogue puissante. Et la vraisemblance des hommes trans est de ce fait nettement meilleure que celle des femmes trans. Mais être un homme, c'est ce qui ne se peut pas. Alors, pour expliquer la hausse surprenante des transitions femmes vers hommes, l'hypothèse freudienne de l'envie de pénis reprend des couleurs. Elle m'avait toujours paru baroque, mais force est de constater qu'elle se vérifie pour certaines, puisqu'elles mettent tout en œuvre pour la réaliser. Reste qu'une telle envie resterait au rang de fantasme si elle ne trouvait pas un terreau favorable. Alors ce terreau comprend d'une part la matérialité des propositions hormonales et chirurgicales à disposition,
mais elle comprend d'autre part des représentations idéologiques partagées que je voudrais expliciter. Je pense en particulier au constant déni de la différence des sexes qui caractérise le féminisme dit universaliste ou beauvoirien, un déni qui s'est diffusé dans la société et qui connaît les variantes que voici. Premièrement, il n'y a aucune différence psychique entre hommes et femmes. Deuxièmement, les différences, à supposer qu'elles existent, sont négligeables. Troisièmement, ces différences, pour considérables qu'elles soient, sont entièrement culturelles et résultent de l'éducation. Mises bout à bout, vous l'entendez bien, ces positions forment un parfait chaudron. Mais il faut rappeler qu'elles ne sont pas soutenues en même temps, ni par les mêmes personnes. Si hostiles qu'elles soient aux revendications des transactivistes, les féministes radicales continuent de camper sur la première position. Elles soutiennent que les différences morphologiques entre les sexes n'augurent en rien de leurs aptitudes respectives, de même que la couleur des yeux ou des cheveux d'un individu ne permettent pas de déduire ses goûts, ses talents ou ses capacités. Et toute objection se heurte vite au rappel des errements racistes du passé et des études de sinistre mémoire qui prétendaient jauger les facultés intellectuelles à la capacité des boîtes crâniennes. La position intermédiaire, apparemment moins dogmatique, n'exclut pas la possibilité de différence entre les sexes au niveau cérébral, mais c'est pour leur dénier toute validité. Il se peut qu'une différence, qu'une variable sexuelle existe, il se peut qu'elle influe sur le développement cérébral, à condition de préciser, presque a priori, que cette variation est moins importante que celle qui existe d'un individu à un autre. Les différences psychiques liées au sexe sont minimes et par là indifférentes. Elles sont négligeables. Ainsi, la variable sexuelle n'est reconnue que pour être neutralisée. Inutile de se focaliser sur les sexes. En vérité, la société est composée d'individus. La troisième position, au contraire, est prête à admettre l'existence de variations considérables, mais c'est pour les délégitimer en les jugeant socialement créées. L'inusable débat nature-culture a pour premier effet de disqualifier toutes les différences comportementales observables en jetant la suspicion sur leur origine et par conséquent sur leur statut. Si elles sont naturelles, si elles étaient naturelles, elles seraient réelles, mais elles sont produites et n'ont donc qu'une apparence de réalité. Ces différences sont des leurs, elles n'expriment rien d'autre que l'injustice qui les a produites. Et récemment, dans Le Monde, il y avait un article pour dire qu'une intelligence artificielle reconnaissait à 90% des images d'IRM, des images de cerveau, et les attribuait correctement à homme ou femme sur 90% des cas. Et évidemment, la fin de l'article, c'était pour dire, à cause de la plasticité du cerveau et des différences, des pressions qui sont exercées sur les petites filles, on ne peut rien conclure de ces chiffres. Ainsi, toute réflexion sur la différence des sexes est proscrite comme incertaine, inutile ou dangereuse, comme si identifier une prédisposition revenait à étayer un préjugé. Or, si l'on reconnaît, par exemple, que les Kenyans ont un talent pour la course, cela ne signifie pas que tous les Kenyans ont cet avantage, ni qu'ils sont incapables de faire autre chose. Admettre que les filles, par exemple, sont plus empathiques que les garçons n'exclut pas que certaines soient absolument dénuées d'empathie, ni non plus que des femmes, qu'elles soient empathiques ou qu'elles ne le soient pas, excellent en logique, en physique nucléaire, en génie génétique, ce que vous voulez. Le raidissement féministe contre
La prise en compte des différences liées au sexe traduit l'inquiétude persistante des femmes à propos de toute définition d'elles-mêmes. Cette susceptibilité ressemble à un complexe d'infériorité et ne manque pas de l'entretenir en retour dès lors que tout ce qui est féminin est enveloppé par la méconnaissance ou traité par le mépris. S'il est impossible de savoir ou de sentir sa spécificité en tant que femme, il devient impossible d'être heureuse ou fière d'être femme. Être femme, ce n'est rien. Ainsi, de manière négative, le féminisme joue-t-il un rôle dans le glissement vers la transition? Si la dimension sexuée est oblitérée, la possibilité de la transition est facilitée, il n'y a rien de concevable à perdre en passant à l'autre sexe, et quand le brouillard s'épaissit, tous les obstacles sont levés ou semblent l'être. Or, il s'épaissit au point qu'une bonne part des jeunes croient tout bonnement qu'un homme peut tomber enceint. Le féminisme ne joue pas seulement négativement en faisant de la notion de femme une catégorie vide, il joue encore positivement comme incitation au changement de genre. Quand la conviction s'établit que les femmes sont le sexe dominé et que les hommes ont en tout l'avantage, il paraît rationnel à certaines de ne pas rester femmes si on peut l'éviter. Durant toute leur scolarité, on serine aux femmes qu'elles doivent réussir comme les garçons, démontrer les mêmes aptitudes afin de valoir autant qu'eux dans la suite de leur vie professionnelle. Eh bien, il n'est pas étonnant que certaines choisissent la voie rapide et au lieu de vouloir s'accomplir comme des hommes, pourquoi ne pas s'accomplir en tant qu'homme? Cela revient à fuir une condition désavantagée, ce qui s'appelle quitter le navire. Alors évidemment, il y a un sentiment de culpabilité chez certains hommes trans, car le diagnostic féministe qu'ils endossent ne les a pas conduits à lutter pour défendre des droits collectifs, mais à s'exempter du malheur commun. La solution trans est à la croisée du diagnostic féministe sur la société injuste et du parti pris individualiste. Tout va mal pour les femmes, cessons d'en être une. Changer de genre, c'est tirer son épingle du jeu, et il en résulte un inconfort moral dont témoigne Transfuge de sexe, le livre pionnier d'Emmanuel Beaubatier, lui-même homme trans. Le sentiment d'avoir abandonné derrière lui cette cause des femmes. Et encore une fois, l'imagination reine du monde permet de recouvrir ces difficultés. Ainsi, Paul Preciado affirme être à la fois un homme trans et une femme lesbienne, ubiquité qui résout tout. Je conclus, la critique du féminisme que je viens d'esquisser ne doit pas être entendue comme un rejet des conquêtes du siècle dernier, ni comme une marque d'ingratitude envers les pionnières, ni comme une rupture envers l'exigence d'égalité qui les animait. Simplement, un effort de critique interne du féminisme paraît être de saison quand tant d'adolescentes s'accrochent à certaines convictions idéologiques au risque du mépris d'elles-mêmes et rejettent leur féminité jusqu'à programmer